Imaginez-vous partir pour une autre vie, rien qu'en fermant les yeux. Imaginez pouvoir revisiter des époques et des âges révolus. Mais si en plus, vous auriez vécu à ces époques. Et s'il existait un moyen, tout simple, de repartir à la rencontre de votre ancien moi. Certains disent que l'hypnose est ce véhicule qui n'attend que vous pour démarrer sa remontée dans le passé. Mais êtes-vous sûr que les images qui se bousculent dans votre tête sont bien d'un autre temps? Et surtout, sont-elles bien une vie antérieure? « 1952, dans le Colorado. Une femme est allongée sur le canapé de son salon, les yeux clos, la respiration lente. À ses côtés, son époux, Morey Bernstein, homme d'affaires et praticien en hypnose à ses heures perdues. Celui-ci parle lentement. Sa voix n'est plus qu'un murmure. Il pose des questions et obtient des successions de petits bruits inaudibles pour toute réponse. Tant d'efforts déployés pour un si faible résultat. Mais soudain, les lèvres de Virginia Tate se desserrent. Les onomatopées deviennent de vraies paroles. Seulement voilà, la femme dit s'appeler Bridey Murphy. Encore plus étrange, elle dit qu'elle est irlandaise et qu'elle vit en 1806. Alors l'époux hypnothérapeute se sent pousser des ailes. Les séances se multiplient, et à chacune d'elles, Virginia repart dans cette vie qui semble avoir été la sienne il y a bien longtemps. Bien sûr, on ignore quel protocole Morey utilise. On ignore aussi quels effets les suggestions ont sur Virginia. Nous sommes dans les années 50, et il faut dire qu'à cette époque, les neurosciences sont au stade embryonnaire. Qu'importe. Ce qui compte, c'est que Virginia parle, explique, donne des détails. Bref, Virginia se souvient. Et les détails commencent même à s'affiner. Elle vit à Cork, en Irlande. Elle a 8 ans. Elle distingue bien les visages de ses 2 parents, Duncan et Kathleen Murphy. Un autre jour, c'est son mari qu'elle voit. Enfin, le mari d'avant. Cette fois, elle est une femme adulte et elle vit à Belfast. Elle s'est mariée jeune et maintenant, elle coule des jours paisibles pendant que son époux enseigne au Queen's University de Belfast. Et puis un jour, elle dit se voir mourir. Une chute, une simple chute lui a coûté la vie. Et c'était en 1864. Morey, lui, n'en perd pas une miette. Tous les détails sont retranscrits sur papier et bientôt, le couple contacte la presse locale. En 1954, le Denver Post réalise plusieurs articles. Mais il en faut plus. Alors en 1956, c'est un livre, l'histoire de Bridey Murphy, qui est publié. Et le succès est immédiat. Dans le grand public, un nouvel outil est sur toutes les lèvres, tantôt pour l'encenser, tantôt pour le critiquer, l'hypnose régressive. Si l'hypnose était déjà sur le devant de la scène au XIXe siècle, elle fait un retour en force dans la presse et dans l'esprit du public. Avec cette fois cette folle promesse, on peut désormais accéder à ses vies passées et les revivre. Après le succès du livre, après qu'Hollywood en ait même fait un film, les critiques donnent de la voix pour rétablir quelques faits. Parce qu'on a beau chercher, on ne trouvera jamais aucun document au nom d'une Bridey Murphy ayant vécu à Cork ou à Belfast au début du XIXe siècle.
Il faudra encore plusieurs années pour apprendre d'autres faits étranges. Lorsque Virginia Tait était enfant, un immigré irlandais du nom de Bridie Murphy Corkwell vivait dans sa rue. Et à quelle date ce monsieur avait-il immigré aux États-Unis? Je vous le donne en mille. 1906. Mais alors, Duncan et Kathleen, les parents, eux, ils ont bien existé, non? Eh bien, inconnus au bataillon. Mais le mari, le professeur à la Queen's University de Belfast, il a bien existé, lui. Encore loupé. Cette université n'existait même pas encore à l'époque. Le couple Virginia Morey a été vu pendant longtemps comme la source d'un canular. Mais en fait, il est bien possible qu'ils aient été en quelque sorte les dindons de la farce. Vivant à une époque où les mystères du cerveau étaient encore peu explorés, le couple a peut-être voulu croire à l'histoire qui se déroulait à chaque séance, ne comprenant pas que le cerveau est peut-être l'engin le plus performant quand il s'agit de nous bercer d'illusions. Et oui, le cerveau est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense, et surtout, il nous joue des tours. Encore une fois, si dans les années 50, Virginia et Morey n'avaient que très peu de moyens de comprendre comment fonctionne la production d'images mentales, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors on va voir dans cet épisode 3 explications les plus courantes pour expliquer le phénomène de vie passée. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'hypnose et surtout sur ses limites, téléchargez à la fin de l'épisode le premier numéro du magazine gratuit La Petite Histoire sur mon site coralineozenblas.com. Je vous mets le lien dans la description. Dans ce numéro, il y a un article entier consacré aux limites dont on ne parle que trop peu sur l'hypnose. Donc si le sujet vous intéresse, c'est sur coralineozenblas.com que ça se passe. Donc on va essayer maintenant d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe quand on se trouve dans une séance d'hypnose en général, mais surtout d'hypnose régressive en particulier. Alors la première chose, c'est de comprendre ce qu'est la suggestion. La suggestion, c'est la capacité d'inciter une pensée ou une action à quelqu'un d'autre. Et une séance d'hypnose repose sur votre niveau de suggestibilité. C'est ce qui fait la raison d'être de l'hypnose. Mais c'est aussi sa plus grosse critique. Car la suggestion, c'est précisément ce qui peut entraîner la création de faux souvenirs. Et ce n'est pas forcément volontaire de la part de l'hypnothérapeute. Mais en fait, volontaire ou non, ça ne change rien au problème. Parce qu'à partir du moment où l'on vous suggère quelque chose, votre cerveau va répondre à la suggestion. Les premières suggestions mettent en place la structure narrative que votre cerveau prépare. Et les suivantes ne feront que renforcer l'histoire qui a été mise en place. S'il a été prouvé que l'hypnose est intéressante dans les anesthésies péropératoires, par exemple, elle est loin d'avoir fait ses preuves dans tous les domaines. Et puis, on oublie trop souvent que tout le monde n'y est pas sensible. Nous avons toutes et tous des niveaux de suggestibilité différents. Et surtout, personne ne sait à l'avance comment il réagira sous hypnose. Donc mieux vaut bien se documenter avant. La deuxième technique, c'est le phénomène de cryptomnésie. La cryptomnésie, c'est un phénomène très impressionnant qui montre bien comment notre cerveau peut nous tromper. C'est un processus mental qui consiste à créer une pensée, une idée ou un souvenir à partir de souvenirs anciens déjà stockés dans notre mémoire mais qu'on aurait oubliés. En gros, c'est un collage de différents souvenirs qui peut amener à en créer un nouveau. Mais c'est aussi un ancien souvenir qui revient à la mémoire, mais qui va être interprété
comme une nouvelle information. Alors ce phénomène est très connu aujourd'hui en psychologie de la mémoire, mais il est vraiment compliqué à dénouer. Pour revenir à l'histoire de Bridey Murphy, la cryptomnésie a souvent été évoquée. Dans les propos de Virginia, on a fini par découvrir pas mal de bribes d'informations qui venaient de son enfance, de la vie de ses parents et même de la vie de son époux, Morey. Le troisième point important lors d'une séance d'hypnose régressive, ce sont les émotions. Alors on touche ici au sujet le plus sensible. Parce que souvent, on entend les tenants de la réalité des vies passées dire que si de fortes émotions sont présentes lors d'une séance, c'est la preuve que le souvenir est vrai. Alors on va aller droit au but, c'est faux. Toutes les images mentales produites par notre cerveau peuvent contenir une énorme charge émotionnelle. Rien que la nuit dernière, certains d'entre nous ont fait un cauchemar. Et alors, qu'avez-vous ressenti? De la peur? De la terreur? Il se peut que votre corps se soit agité dans le lit. Il y a même peut-être des vraies larmes qui ont coulé sur vos joues. Et pourtant, quand le réveil a sonné, vous avez fait un bond dans le lit et vous vous êtes réveillé. C'était fini. Mais les émotions, elles peuvent vous suivre toute la journée. Parce que nos émotions, elles peuvent être très 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 fortes, même quand on rêve. Mais ça ne signifie pas que votre cauchemar, lui, était réel. Un fait peut être faux et créer une émotion vraie. Je répète, un fait peut être faux et créer une émotion vraie. En gros, nos émotions ne sont jamais liées à la véracité d'un fait. On sait aujourd'hui de façon scientifique que le cerveau traite un vrai souvenir et une image mentale construite exactement de la même façon. Il ne fait aucune différence, pas même émotionnelle. Et notre cerveau produit des images mentales à longueur de jour et de nuit. Parfois, on n'en a pas conscience, et parfois, ces images s'accrochent à nous. Et c'est un vrai problème, parce que comment faire la différence entre un souvenir d'un événement qui a réellement eu lieu et une image mentale qui semble réelle, mais ne l'est pas. Et c'est tout le problème de ce qui se passe en état d'hypnose régressive. Si vous allez en séance pour repartir dans vos vies passées, vous envoyez à votre cerveau le signal qu'il peut et même qu'il doit produire des images de vies passées. Alors, c'est ce qu'il va faire. Et oui, les émotions pourront se greffer sur les images pour leur donner encore plus de consistance. Mais est-ce que les émotions prouvent que les images sont vraies? Absolument pas. Elles prouvent que votre cerveau fait ce qu'on lui a demandé. Il a créé une histoire. Alors, on l'a compris, l'un des gros problèmes avec l'hypnose, c'est que c'est super difficile de faire la part des choses entre fiction et réalité. Alors, si vous souhaitez consulter un hypnothérapeute, voici quelques petites choses dont il faut se souvenir. La première, dans de nombreux pays, l'hypnose n'est pas réglementée. Et oui, l'hypnose est partout, mais elle n'est pas légalement réglementée. Alors pour éviter les situations dangereuses, mieux vaut toujours s'adresser à des personnes qui sont issues du domaine médical ou paramédical. Parce qu'avant une séance, vous ne savez pas ce que votre cerveau vous réserve. Les images mentales que vous produisez sous hypnose peuvent être toutes douces et toutes mimi.
mais ça peut aussi être tout l'inverse. Il y a quelques années, j'ai discuté avec des personnes qui avaient fait une séance d'hypnose régressive. L'idée, c'était qu'en connaissant leur passé, ces personnes pourraient trouver la cause de leurs problèmes dans cette vie. L'une de ces personnes s'est vue tout d'un coup sur un champ de bataille. Et avant qu'elle ait pu comprendre quoi que ce soit la situation, elle a vu un soldat se prendre un obus juste devant elle. Les images qui ont suivi ont été celles de la longue agonie de cet homme dont la moitié du visage avait été arrachée. Et la suite de l'histoire ? Cette personne a dû appeler un psychologue en urgence pour commencer un travail de prise de distance émotionnelle avec les images qui étaient désormais incrustées dans sa tête. Cette personne n'avait aucun problème d'anxiété ou de syndrome post-traumatique avant sa séance d'hypnose. Mais elle en a eu un après. Encore une fois, vrai ou non, les images mentales peuvent être très violentes et créer énormément de stress et d'émotions fortes. Et face à de telles images, la question n'est même plus de savoir si elles viennent d'un souvenir passé ou non. Tout le problème sera désormais de vivre avec. Alors l'idée n'est pas de vous dire quoi faire. Si vous me suivez depuis les premiers épisodes, vous savez qu'ici, on est là pour parler manipulation et jamais pour blâmer les victimes. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas votre esprit entre les mains de n'importe qui. Et entourez-vous de professionnels qui pourront vous aider à gérer les images mentales et les émotions associées et à prendre surtout du recul. Alors, la deuxième astuce, au premier rendez-vous, ne faites rien. Posez juste des questions. Dites tout de suite que vous ne voulez pas de séance d'hypnose, mais simplement vous présenter et comprendre comment ça marche. Ça vous permettra de rencontrer le praticien, de voir à quelle école de pensée il appartient et de voir comment il travaille. Ça vous permettra aussi de voir si le feeling passe et si vous vous sentez à l'aise. Écoutez-vous et n'hésitez pas à filer aussi vite que possible si quelque chose cloche dans les paroles ou les attitudes du praticien. Alors je voudrais terminer par un dernier point dont on parle très peu, mais qui est super important. L'hypnothérapeute ne doit ni valider, ni invalider ce que vous dites en séance. L'hypnothérapeute n'est pas là pour vous dire que les images mentales que vous voyez sont vraies. Mais il n'est pas là non plus pour dire qu'elles sont fausses. Si le concept de neutralité est franchement un peu du flan selon moi, il y a un autre concept qui lui est bien valable, c'est celui de la distance professionnelle. Le professionnel n'est pas là pour vous faire croire quelque chose, mais il n'est pas là non plus pour invalider ce que vous dites. Il doit simplement recevoir ce que vous dites, et il doit débriefer avec vous ensuite. Mais n'acceptez jamais que ce soit l'hypnothérapeute qui vous dise « Ah ça c'est sûr, c'est un vrai souvenir de vie passée ». La vérité, c'est qu'il n'en sait foutrement rien. Comme on l'a vu dans le premier épisode avec les médiums, pensez surtout à demander à filmer ou au moins à enregistrer en audio les séances. Comme ça, vous pourrez regarder à tête reposée plusieurs jours ou semaines après et vous faire une opinion du déroulement des séances. Donc, on récapitule les points qu'on a vus dans cet épisode. Alors, ce qu'il peut se passer pendant une séance d'hypnose régressive. Le phénomène de suggestion. Le phénomène de cryptomnésie. Et une mauvaise compréhension du rôle des émotions et des images mentales. Alors, comment sécuriser au maximum une séance ? Premièrement, choisissez un professionnel de santé médicale ou paramédicale
qui peut vous proposer une prise en charge globale et qui saura comment réagir face à des émotions trop fortes ou d'éventuelles images traumatiques. Deuxièmement, au premier rendez-vous, dites que vous aimeriez juste poser des questions et posez le plus de questions possible. Voyez si le praticien connaît bien les ressorts de l'hypnose et surtout ses limites. Et enfin, troisièmement, souvenez-vous que le praticien n'est pas là pour valider ou invalider ce que vous dites. C'est très important. Personne ne peut vous forcer à adhérer à une histoire que vous savez fausse. Au contraire, personne ne peut affirmer qu'un souvenir qui refait surface et qui possède un certain niveau de traumatisme est faux. Et surtout en cas de difficulté émotionnelle ou traumatique, consultez sans tarder un professionnel de santé. Alors l'hypnose est aujourd'hui une technique en vogue. Malheureusement, le fait qu'elle ne soit pas réglementée la rend vulnérable aux manipulations, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Et pour revenir à Virginia Tate, qu'est-elle devenue? Il semblerait qu'elle ait fui la célébrité et soit retombée dans l'anonymat. Son époux, Morey, semble avoir lui aussi retoqué le rôle d'hypnothérapeute pour revenir à son premier métier, le business. Alors n'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Alors si le sujet des manipulations vous passionne, rejoignez-moi tout de suite sur le site coralineozenblas.com et inscrivez-vous à la newsletter du site. Chaque mois, vous recevrez un contenu bonus exclusif. Je vous retrouve tout de suite sur coralineozenblas.com. Le prochain épisode sera consacré à la création de faux personnages. On parlera d'une arnaque qui a fait beaucoup de bruit dans la presse, l'histoire de l'arnaqueur de Tinder. On verra ensemble comment les arnaques sentimentales fonctionnent et surtout pourquoi elles marchent. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.